Alors d'abord merci infiniment à GIS et au Centre Jacques Berck de m'avoir invité. Et puis je voudrais aussi, ça peut vous paraître un tout petit peu conventionnel, mais c'est très sincère, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Voilà. Au début j'avais un tout petit peu peur que nous soyons en comité restreint, mais finalement la salle est bien pleine, et une salle pleine excite le cerveau. Alors, je vais dire un certain nombre de choses sur ce que l'on appelle le Maghreb. Alors, par commodité terminologique, on va dire que le Maghreb, il y en a deux. Il y a le petit, paraît-il, puis il y a le grand. Le petit, c'est celui qui se réduit à 3 pays, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Puis il y a le grand, un peu plus mystérieux, un peu plus tardif dans le langage commun, et c'est celui qui va de la Mauritanie jusqu'à la Libye. Donc pour des raisons objectives, je parlerai du petit Maghreb, en sachant que pour moi le Maghreb ne se résout pas bien évidemment au Maroc, et donc je ne parlerai pas que du Maroc, puisque mon expérience est un tout petit peu plus large. J'ai fait des enquêtes en Tunisie, j'étais en Algérie, et je suis presque un adopté, un natif, un enfant. Je suis venu plusieurs fois au Maroc et j'ai fait des enquêtes. J'ai fait des enquêtes au Maroc auprès de ce que l'on appelle, encore une fois, par commodité terminologique, les subsahariens. Voilà. Donc, si vous me le permettez, je vais faire comme ceux qu'on étudie. Je vais circuler allègrement entre les 3 pays, et je précise que c'est allègrement. Donc ça ne sera pas par définition exhaustif, mais je voudrais simplement pointer quelques remarques qui ont pour moi été source d'étonnement, d'interrogation. Et bien évidemment, quand on se promène, quand on fait des enquêtes, pour être plus précis, dans ces 3 pays, ce qui saute aux yeux, tout de suite, d'emblée, une fois qu'on a quitté les 3 pays, c'est bien évidemment leur différence. Leur différence en matière de traitement des étrangers. Les étrangers. Étranger étant, pour le dire tout de suite, pour reprendre la définition de Sibel, c'est celui qui n'était pas là depuis le début. Alors, il y a d'autres définitions de l'étranger. Voilà. Alors, je vais commencer par quelque chose qui va vous paraître fastidieux. Et en vérité, peut-être un peu embêtant. Et je voudrais vous citer quelques chiffres, et après je vous dirai pourquoi je cite quelques chiffres, et pourquoi j'accorde une importance sociologique aux chiffres. Enfin, pas le chiffre pour le chiffre. C'est ce qui est intéressant, c'est les conditions de production des chiffres, ou l'acte de dénombrement dans des pays où il n'y a pas de tradition de dénombrement. D'ailleurs, dans les 3 pays où il n'y a pas de tradition juridique, ou en tout cas il n'y a pas de tradition en matière de protection des étrangers. Et la protection des étrangers, me semble-t-il, doit être toujours mise en rapport avec, bien évidemment, sinon ça n'a strictement aucun sens, avec la protection des nationaux. Pas de protection des étrangers sans penser, parler comme les anciens marxistes, sans penser dialectiquement
la question de l'étranger, la question du national et la question du non national. Voilà. Alors, on peut se poser très, très naïvement la question de savoir ce que c'est que protéger un étranger quand le national n'est pas protégé. Alors, voilà, c'est quelques chiffres sur une catégorie particulière de la population pour ces trois pays, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et cette population est composée de demandeurs d'asile et de réfugiés. Et vous verrez qu'il y a des différences. Ce sont des chiffres officiels. D'ailleurs, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible, de travailler sur des chiffres qui ne sont pas officiels pour ces trois pays. Alors, si par exemple on regarde la composition sociologique des populations dites subsahariennes au Maroc et en Algérie, en fait, elle n'est pas très différente. Pour l'essentiel, ces populations viennent de l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Libéria, Cameroun, République centrafricaine et République du Congo. On peut dire que dans les deux pays, l'Algérie et le Maroc, les femmes migrantes sont minoritaires en nombre et relativement jeunes. La majorité n'a pas d'enfants à charge. Et si on regarde, je crois, la première enquête faite en Algérie sur les subsahariens, qui est une enquête tout à fait classique, mais c'est la première, donc elle est inédite, intéressante, et probablement plus intéressante dans les conditions de production de l'enquête que les résultats même de l'enquête. Voilà. Au fond, ce qui est intéressant, c'est pas tant l'enquête, c'est comment on a fait pour parvenir à ce type de résultat. Et puis ça, je ne vais pas le poser ici, parce que ça pourrait prendre du temps. Donc, c'est une enquête qui s'appelle « Les migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie ». Et probablement vous avez entendu parler de cette enquête. C'est l'enquête qui avait été dirigée, je crois, par Khaled Nourdi, qui était un directeur de recherche à l'association pour l'aide psychologique, la recherche et la formation. Et c'est d'ailleurs très intéressant que ce soit des psychologues qui aient fait cette recherche et non pas des sociologues. Il n'y a pas de sociologues à ma connaissance qui ont participé à cette recherche. C'est un organisme de psychologues qui a travaillé sur cette enquête. Alors, par exemple, dans cette enquête algérienne, dont on sait, l'Algérie comme pays dont on sait peu de choses, si on compare au Maroc, on a donc plus de femmes que d'hommes dans les nationalités suivantes. RDC, plus d'hommes que de femmes. Côte d'Ivoire, plus d'hommes que de femmes. Le Libéria, plus d'hommes que de femmes. Le Cameroun. Et toujours en Algérie, la majorité des hommes et des femmes travaillaient ou étaient étudiantes dans leur pays, même si, c'est vrai, c'était dans des conditions d'une très grande précarité. Alors, dans les deux pays, au Maroc et en Algérie, les femmes les femmes ou les jeunes filles ont été au lycée. Les femmes qui ont été au lycée et à l'université sont plus nombreuses que les hommes. Voilà. En revanche, les hommes ont une scolarité élémentaire plus courte, ils sont majoritaires, et par exemple, pour le Maroc, l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui est présente ici depuis 2007, note que le niveau scolaire des migrants qui demandent à être rapatriés, c'est quand même un phénomène relativement nouveau et significatif, au moins statistiquement. Le niveau scolaire est relativement important puisque, d'après les chiffres de l'OIM, sur 1400 personnes recensées, 35% ont fait l'école secondaire, 14% ont fait le primaire, 6% l'école coranique et 21% sont sans instruction. Voilà. Alors, si je regarde maintenant du côté un peu plus précis des demandeurs d'asile et des réfugiés, si je regarde par exemple les chiffres du HCR, ça donne la chose suivante. La population de réfugiés comptait 752 personnes, ce qui correspond à 513 cas de famille. Et cette population se répartit ainsi, 185 enfants, quasiment autant de garçons que de filles, et là je parle sous contrôle de l'UNHCR, 134 femmes adultes, ce qui représentait 18% de la population.
Et je rappelle juste pour mémoire que la majorité des 752 réfugiés enregistrés en mai 2009 étaient principalement issus de Côte d'Ivoire, de la RDC. Et les Irakiens constituaient 20% des réfugiés. Chez les Irakiens, on ne sait pas si c'est les Irakiens arabes et les Kurdes irakiens. Les deux. Surtout arabes. Surtout arabes. Voilà. Et ces chiffres sont de mai 2009, mais ils sont plus ou moins les mêmes aujourd'hui. D'accord. Donc 1 sur 4 est enfant, comme tu dis, 18% sont des femmes, et 1 sur 5 c'est un Irakien, parmi les réfugiés.